bonjour à toutes et à tous. Donc là, on accueille un nouveau vendredi de l'OVSQ et on est très heureux parce que c'est la première conférence que va faire le nouveau laboratoire de l'OVSQ qui est arrivé chez nous il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc là, Isabella, aujourd'hui, va faire la première présentation du LIMEP. Il y en aura d'autres, il y en a d'autres de prévus en mai, je crois, et puis par la suite, il y en aura d'autres. Donc merci beaucoup Isabella pour cette première du LIMEP. Je vais vous laisser la parole donc pendant 45 minutes, 50 minutes, comme vous voulez. Ensuite, on procédera à un échange de questions-réponses avec les personnes du public. Il me semble qu'avant de démarrer, vous souhaitiez dire aussi un petit mot sur votre labo. Donc voilà, je vous laisse la parole. Tout à fait. Bon, merci beaucoup, Annabelle. Et désolée déjà pour ma voix et pour mon rhume ces derniers jours. Je vais essayer de augmenter un peu la voix pour être plus claire. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour être ici et pour cette opportunité de présenter un peu mes travaux. Hein. C'est toujours un honneur de présenter ces travaux. Donc, oui, effectivement, je vais dire deux mots sur donc, les LIMEPS, donc ce nouveau laboratoire de sciences sociales des l'OVSQ. Donc laboratoire interdisciplinaire sur les mutations des espaces économiques et politiques de Paris-Saclay. Donc un nouveau centre de recherche qui, disons, a un double objectif. Donc d'un côté, rassembler un peu la géographie de Paris-Saclay. Il y a aussi des collègues de l'Université d'Evry qui se sont unis à nous avec dans ce nouveau projet de laboratoire Paris-Saclay. Et donc où la géographie a quand même un rôle central, mais en même temps, il y a aussi d'autres disciplines qui font partie de ces laboratoires. Avec la géographie, on a des urbanistes, des économistes, des juristes et aussi des historiens qui ont, donc on va créer quand même des liens autour de l'évolution des espaces économiques et politiques, disons avec une approche qui est une approche un peu typique de la discipline géographique, c'est-à-dire de considérer quand même le territoire un peu l'acteur central là, des problématiques, et non seulement un cadre passif. Et disons que nous tous, on a un peu cette préoccupation d'analyser l'espace géographique qui est un peu le centre de notre réflexion. Donc, mon travail s'inscrit dans l'axe 2, c'est qu'on a défini l'axe 2 du LIMEPS, donc espace politique, discontinuité, migration et frontières. Disons que la réflexion donc, est quand même centrée autour des enjeux de rupture sur les espaces politiques, qui peut être comme des déplacements de population, des migrations ou comme la matérialisation frontalière, qui c'est plus mon cas. Disons que la géographie, j'ai considéré que quand même la géographie et la géopolitique, ils étaient un peu des approches nouvelles pour l'OVSQ. Donc, pour expliciter un peu mieux mon travail, je vais donner quelques définitions. Donc, on commence par une définition classique de géopolitique, donc un contexte géopolitique, donc une définition d'Yves Lacoste, c'est un peu le père de la géographie, de la géopolitique française depuis l'après la Deuxième Guerre mondiale, à partir des années 70, disons comme ça, donc où on met en avant la question des rivalités de pouvoir, donc entre les acteurs, des acteurs qui peuvent être donc des États plus classiques, mais aussi des peuples, aussi des minorités qui revendiquent leur autonomie, voire leur indépendance, des mouvements ou même des partis politiques, donc surtout des acteurs qui ont des rivalités de pouvoir pour le partage d'une région ou une agglomération, une partie du territoire. Et disons donc cette idée de géopolitique non seulement impliquée par des acteurs institutionnels, on le retrouve aussi dans des définitions plus récentes des géopolitiques. Donc, je prends par exemple celle d'un géopoliticien irlandais, Gerald O'Twatal, qui a déjà une vingtaine d'années, où c'est très intéressant parce que il nous propose donc 4 types de géopolitique, 4 modalités. Donc la formelle, celle liée à l'académie, donc aux académiciens et la théorique, la géopolitique pratique, donc celle de l'État, la diplomatie, la géopolitique structurelle, donc la condition géopolitique dans laquelle on vit, et la géopolitique populaire, donc une grande nouveauté, donc la géopolitique populaire, les représentations de la culture populaire qui rentrent, qui sont, disons, théorisées dans l'épistémologie géopolitique, donc un peu une version bottom-up de cette nouvelle culture populaire qui devient donc une géopolitique populaire. À l'intérieur donc, de cette réflexion géopolitique, un domaine a certainement pris de l'ampleur, c'est le domaine des études frontalières. Je commence avec cette définition donc, de Michel Fouché, géopoliticien spécialiste de frontières français, qui nous dit que justement la frontière est l'objet géopolitique par excellence, puisque c'est le lieu privilégié d'articulation du politique et du spatial.
Donc, on comprend donc l'intérêt de parler des études frontalières à l'intérieur de la réflexion géopolitique. Et donc, je considère que c'est très intéressant de voir comment cet objet géopolitique a évolué dans le temps. On voit que dans les réflexions géopolitiques du 19e, début du 20e siècle, la frontière, elle était un objet presque scientifique qui servait à délimiter un État, considéré un peu un État-organisme vivant, comme un État vraiment en tant qu'organisme vivant. Ça, c'est une approche un peu typique de l'école allemande des géopolitiques. C'est intéressant aussi de voir comment, dans ces premières approches, la géopolitique est mouvante et mobile. Et on les retrouve dans le mot de Jacques Ancel, donc géopoliticien allemand, géopoliticien français des années 30-40, qui nous dit que la frontière est une moule dans laquelle l'État prend une forme, donc l'idée de plastique de la frontière. Cette idée, disons qu'elle a été mise un peu de côté pendant un certain temps, où elle a été un peu privilégiée, disons, une approche plus frontière, rôle diplomatique et institutionnel, comme par exemple dans l'approche de Michel Fouché, où qu'il met en avant le concept de dyade, donc dyade en tant que ligne de séparation entre deux acteurs, donc très institutionnel. Mais cette idée de mobilité de la frontière, de frontière mobile, elle a été reprise dernièrement par Anne-Laure Amilatsari, donc géographe et géopoliticienne spécialiste française, spécialiste des frontières, que donc aujourd'hui elle nous parle de plus en plus, donc avec une approche critique de la frontière, sur la frontière en tant qu'objet mobile, voilà, multiforme, non seulement politique, un prisme catalyseur des dynamiques variées et pluridisciplinaires. Donc la frontière n'est pas seulement une ligne, mais aussi un point, comme par exemple les checkpoints, comme par exemple les aéroports, mais c'est aussi une zone, donc on pense à la région transfrontalière, les régions transfrontalières, donc frontières non seulement en tant que zone de séparation, mais aussi comme zone d'échange, zone où se croisent les populations et on crée des nouvelles entités. Mais la frontière, elle peut être aussi un réseau, un maillage, partie d'un réseau, d'un maillage, comme dans les définitions de Stéphane Rosière, donc maillage plus ou moins dense à la surface de la planète, surtout dans une dynamique de monde globalisé d'aujourd'hui. Et donc, dans cette nouvelle approche plus critique sur les frontières, on a donc les études frontalières, disons, qui sont devenues plutôt des border studies avec l'expression anglophone, parce qu'on a aussi donc le monde anglophone qui rentre dans la dynamique. Avant, on disait que plutôt les discours, il était très européen, très continental, surtout dans un binôme franco-allemand. Et aujourd'hui, on a vraiment l'école anglo-saxonne qui sont de plus en plus, qui rentrent de plus en plus dans le discours. Donc, moi, depuis quelques années, je travaille sur les frontières et je travaille sur les frontières donc, de régions un peu particulières, donc l'Asie centrale, post-soviétique, région qui a connu des grands changements géopolitiques et des grands changements frontaliers et qui, disons, on pourrait presque définir des cas d'école pour les border studies. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette région. Donc, l'Asie centrale, c'est quoi? C'est un peu cet espace central de l'Eurasie qui a été longtemps délimité par des frontières un peu en négative par rapport aux cultures et aux civilisations sédentaires qui a à ses marges, d'un côté l'Empire chinois, d'un côté l'Europe. Et l'Asie centrale, par contre, elle a disons, principalement été habitée par des populations nomades et qu'ils ont eu beaucoup d'échanges, notamment avec la partie sud de l'Eurasie, donc le monde perse, un monde aussi sédentaire, un monde indo-européen. Et disons que, bien que les nomades d'Asie centrale, ils ont aussi été indo-européens, on pense par exemple des populations scythes, quand même il y a 5 siècles avant notre ère, mais disons qu'on peut affirmer que le binôme nomade turco-mongol, donc des langues turchiques, et sédentaire iranien, donc des langues persanophones, constituent un peu le binôme fondateur de ce qu'on appelle de l'espace géographique, qu'on appelle aujourd'hui Asie centrale, et qui donc a connu nombreuses transformations frontalières selon les différentes formes de pouvoir qui se sont succédées sur ce territoire. Donc les frontières en termes, donc là je vous propose quelques cartes de mon manuel géopolitique de l'Asie centrale d'il y a quelques années. Donc les frontières internes de l'espace centra-asiatique pré-colonial, donc avant l'arrivée des Russes, a toujours été très floues, donc les frontières toujours très floues, où on a des composantes topographiques, surtout hydriques, très importantes, qui ont été toujours considérées un peu comme l'élément générateur des régions historiques,
on pense par exemple à la vallée du Fergana, c'est une vallée de la haute, du haut Sirdaria, ou la région de Yétissou, c'est une région voilà, qui en langue turchique, ça veut dire les 7 fleuves. Donc voilà, c'est l'importance de l'élément hydrique, ou la Transoxiane, c'est le territoire au-delà du fleuve Amudarya, ou le Khorezm, qui c'est le delta de la mer d'Aral. Donc on a toujours cette composante hydrique qui sert un peu à définir les régions, qui sert aussi en quelque sorte, donc un élément quand même rare et précieux, il faut le dire, un élément hydrique qui est quand même rare et précieux en Asie centrale, et qui sert un peu à créer les territoires en Asie centrale, à faire office de frontières aussi parfois, et à aussi donc délimiter les espaces et aussi à être un outil de repérage et de contrôle du territoire. Quelques mots sur disons, l'anthropologie, la sociologie de ces territoires. Donc, dans les régions du nord, les régions des steppes et les régions de l'est, c'est la région plus de montagne, on retrouve le plus les populations nomades ou aussi semi-nomades, donc on appellera donc les Kazakhs dans les steppes et les Kirghizes dans les montagnes. Le sud, donc disons que c'est des populations avec une islamisation plus réduite par rapport au sud, qui est plus islamisé, sédentaire, où on retrouve donc les populations persanophones, qui après sont devenues les Tadjiks, et des populations turchiques qui se sont sédentarisées, qui après ont pris les noms des Ouzbeks. Et donc une dernière région importante, donc la région du désert du Karakoum, où on retrouve aussi là des populations nomades turchiques, qui après on appellera les Turkmènes. Donc voilà, on voit des frontières très floues dans ces régions historiques de l'Asie centrale, et la région, disons, la frontière, disons, westphalienne, parce que quand même, les traités de Westphalie de 1648, ils ont un peu créé la nouvelle idée de frontière en Europe. Disons que dans ces traités-là, l'Europe a un peu choisi l'État à la place de l'Empire, et la frontière a assumé toute l'importance politique qu'il y a aujourd'hui. Et donc, disons que cette nouvelle frontière européenne, cette frontière westphalienne, est arrivée en Asie centrale avec la colonisation russe au début, voilà, qui a commencé dans les steppes kazakhs au début du XVIIIe siècle. Et disons que les Russes, donc, ils ont apporté cette nouvelle type de frontière, et ils ont créé des nouvelles entités administratives en Asie centrale qui ont pris la place des structures politiques pré-colonisation. Et on voit donc dans la carte en haut à gauche, on voit que donc il y a des structures plus à caractère tribal dans la partie nomade, disons dans le nord, et plutôt monarchie absolue sur base religieuse pour la partie sud, donc les khanats de Khiva, Bukhara et Kokand. Donc ces structures politiques ont été remplacées par l'Empire russe, et donc les territoires centra-asiatiques ont été assimilés au territoire. Donc les frontières internes de l'Asie centrale sont devenues des délimitations administratives internes de l'Empire européen. Donc, la région, l'Asie centrale en général, est devenue une région frontalière de l'Empire européen, comme l'Empire russe, qui s'est étalé sur ce territoire. Par contre, disons que donc la valeur, la frontière a changé, disons, de tracé, et a changé aussi de valeur en devenant donc une frontière administrative interne de l'Empire. Par contre, au passage entre monde empire tsariste et monde soviétique, la frontière a changé de tracé, mais pas vraiment de valeur, parce qu'elle reste quand même une délimitation administrative à l'intérieur de l'Union soviétique. Mais par contre, les frontières sont complètement redessinées. Donc là, voilà, je vous propose cette carte que un peu, ça nous permet d'identifier donc l'Asie centrale soviétique et l'Asie centrale aussi indépendante post-soviétique, parce que les frontières elles sont restées les mêmes. Disons que à l'intérieur de la rhétorique soviétique fondée sur la libération des carcans impériaux et coloniaux de l'époque tsariste, il y avait quand même l'idée de mettre en place un système fédéral qui devait donc créer un modèle unique, national, sociopolitique, capable d'égaliser tous les territoires, tous les peuples aussi soviétiques,
Et donc, les catégories identitaires classiques de l'Asie centrale, hein, nomades, sédentaires ou citadins paysans, n'étaient pas du tout compatibles avec les projets soviétiques. Et donc, l'objectif, c'était de créer des nouvelles nationalités, hein, faire ressortir des nationalités avec des nouvelles délimitations nationales territoriales, donc une nouvelle forme des territoires, des nouvelles frontières, des nouvelles identités, hein, et ces identités avec ces formes ont été gardées aussi après l'indépendance. Donc, c'est assez intéressant que voilà, ces nouvelles identités devaient être aperçues par la population locale comme une évolution naturelle des territoires. Et donc, à partir de plus ou moins 1924, que les premières républiques socialistes soviétiques, notamment en 24, l'Ouzbékistan et les Turkménistan, ont vu le jour. Donc, une république, un territoire, une nation, hein, une identité. Disons que l'Asie centrale s'est européanise complètement. Et ça n'a pas empêché, bien sûr, la présence de nombreuses minorités à l'intérieur des différentes républiques. Mais d'un côté, les minorités, mais de l'autre côté, les frontières. Donc, malgré la présence de ces républiques, les frontières, ils étaient quand même à l'intérieur, donc à l'intérieur du système soviétique. Donc, pour citer Julien Thorez, géographe spécialiste de l'Asie centrale également, donc les frontières des soviétiques étaient plutôt cartographiques que réelles. Hein, donc, ils n'étaient pas vraiment matérialisés sur les territoires, mais plutôt cartographiques sur les cartes de l'Union soviétique. Avec la chute de l'Union soviétique, donc en 91, l'Asie centrale, donc c'est des républiques devient indépendantes. Hein, donc leurs frontières qui avaient été créées pour être à l'intérieur de l'Union soviétique devient indépendante. Et donc les tracés restent les mêmes, mais la valeur des frontières change complètement, n'a jamais changé autant, disons comme ça, parce que voilà, sont devenues indépendantes. Les républiques sont devenues indépendantes de l'Union soviétique qu'il avait créée. Et cette indépendance, disons, a amené pas mal de méfiance des uns vers les autres, hein, a amené le besoin de s'affirmer en tant qu'État autonome, indépendant, et la frontière devient une véritable source de conflit, hein, notamment là où elle n'est pas définie dans les cadres des accords. Et donc, la frontière commence à se matérialiser, hein, commence à se matérialiser sur forme bureaucratique, hein, avec la mise en place des régimes judiciaires, avec la mise en place des systèmes de contrôle des passages des frontières, et devient ponctuelle, hein, avec la mise en place de ces postes frontières très, très visibles, très, très, très imposants. Donc, la politologue Wendy Brown parlera de spectacle de l'autorité, hein, quand elle parlera des nouvelles postes de frontières qui sont les symboles de l'autorité étatique, là où il y a la limite de l'État. Et la frontière devient aussi donc linéaire, donc la matérialisation de la frontière linéaire, là où la topographie le permet, parce que la topographie ne le permet pas souvent. Là, on a un exemple, tout en bas à gauche, un exemple de frontière linéaire entre l'Ouzbékistan et les Kyrgyzstan, mais on voit que la frontière, elle est très, très peu matérialisée. Donc, on a presque une clôture agricole là, entre les deux pays. Donc, il n'est pas toujours matérialisé du point de vue, disons, spectaculaire. Une série d'accords diplomatiques qui se met en place entre les États pour essayer de définir leurs frontières, parce qu'au final, même dans l'Union soviétique, les frontières n'étaient pas claires où passaient tous les secteurs frontaliers. Donc, il y a eu toute une série d'accords entre les fins des années 90, début des années 2000, sauf pour, disons, une zone particulière, donc entre l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, dans la vallée du Fergana, où la frontière elle est très, très compliquée, et là où les États, ils ont toujours eu du mal à tracer leurs limites et à délimiter leurs frontières. Et disons qu'au début, on a commencé avec l'Ouzbékistan qui a miné complètement sa frontière avec le Tadjikistan. Le Tadjikistan a été en guerre, pratiquement guerre civile, pratiquement toutes les années 90. Donc, l'Ouzbékistan a complètement miné sa frontière avec ce pays. Et après, disons, à partir de la fin des années 90, l'Ouzbékistan a été le moteur de l'escalade de cette matérialisation frontalière, hein, dans la région du Fergana, une région très fertile, très disputée. Voilà, là, on a une petite image de la vallée du Fergana sans frontières, donc, où on voit bien la vallée qui a été complètement donc, redessinée par cette frontière de plus en plus matérialisée dans l'indépendance.
donc matérialisé voilà, pour différentes raisons économiques, parce que voilà, l'Ouzbékistan considérait le Tadjikistan et le Kyrgyzstan comme plus faibles économiquement, raisons sécuritaires, hein, parce qu'il y a eu quand même des années compliquées avec une rivalité de pouvoir entre les pouvoirs en place et les mouvements islamiques d'Ouzbékistan, que c'est un mouvement d'islam politisé qui essayait de prendre le pouvoir sur la région, et aussi des motifs économiques aussi, comme par exemple le fait que le Kyrgyzstan il est vite rentré dans l'Organisation mondiale du commerce, et donc il a créé cette frontière un peu différente entre l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan, mais aussi des motifs sécuritaires et politiques, parce que quand même la région du Fergana, c'est une région avec un régionalisme culturel très fort, et l'Ouzbékistan avait bien envie de renforcer l'idéal national, hein, surtout la première période de l'époque de l'indépendance. Et comme on peut voir, donc, dans la partie sud du Fergana, on a 8 enclaves, hein, entre ces 3 pays qui, disons, qui a compliqué, éparpillé un peu dans toute la partie sud, et ces 8 enclaves ont compliqué la tâche de la répartition, de la frontière, du tracé officiel de la frontière. Ces nouvelles frontières, donc c'est facile à imaginer, qui ont séparé des familles, ont séparé des villes aussi, hein, et donc la matérialisation de ces frontières dans l'époque post-soviétique a impacté énormément sur la population, que s'est retrouvée contrainte avec des réseaux, même des réseaux de transport coupés en deux, et ils se sont contraintes par des conditions économiques et physiques très lourdes pour la traversée de la frontière. Moi, j'aime bien parler de paradoxe de la frontière centra-asiatique, qui est quand même restée virtuelle dans ce monde soviétique, hein, toujours considéré sous clé, hein, Nazam, on a l'expression en russe, Nazam, qui veut dire sous clé, sous cadenas, hein, vraiment sous cadenas, sur les frontières externes de l'Union soviétique. Elles étaient bien fermées, mais les frontières centra-asiatiques, elles étaient ouvertes à l'intérieur de ce monde. Alors qu'une fois que ce monde s'est ouvert à la chute de l'Union soviétique, et toute l'Union soviétique s'est ouverte vers l'extérieur, bah, les frontières centra-asiatiques se sont fermées et se sont matérialisées. Donc, on peut dire que la fermeture frontalière, qui est toujours considérée comme un symptôme de la démondialisation, s'affirme complètement comme une conséquence de la mondialisation en Asie centrale. Des dynamiques divergentes, donc aujourd'hui, hein, les frontières de l'Asie centrale ont un peu des dynamiques un peu divergentes. D'un côté, on a des intégrations régionales post-soviétiques, disons comme ça, comme l'Union économique eurasiatique, menée par la Russie, avec le Kazakhstan, avec le Kyrgyzstan dans la région, qui amène une certaine forme d'ouverture, ou aussi le retrait des régimes de visas pour certains pays, aussi vers des ressortissants européens ou des ressortissants des pays arabes, par exemple, hein. Donc, on a quand même une ouverture aussi vers le tourisme. Mais on a aussi des changements politiques assez importants, comme par exemple le nouveau président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirzoyev, qui, à partir de 2016, a fait de la question frontalière une question primauté. Et donc, il a mis en place de nombreux échanges diplomatiques qui ont permis de reprendre les discours de la frontière avec notamment les Kyrgyzstan et les Tadjikistan pour trouver des solutions, pour résoudre des conflits et pour faciliter aussi la vie de la population frontalière. Et nouvelle donc très fraîche, fin mars 2021, donc il y a quelques semaines, donc il y a des déclarations qui disent que l'Ouzbékistan et les Kyrgyzstan, ils ont résolu donc 100% de leurs différents frontaliers, donc ils ont tracé légitimement leurs frontières. Donc, à voir à la suite de ces informations. Donc, mais malgré ces déclarations et malgré ces changements positifs, disons, les conflits frontaliers restent quand même de l'actualité dans la vallée du Fergana, notamment entre les Kyrgyzstan et les Tadjikistan, car leur frontière, elle est définie seulement à la moitié. Donc, il reste encore énormément de territoires, des secteurs frontaliers à définir entre ces pays. Donc, les conflits restent en place, des conflits pour des raisons de ressources, par exemple, de réseaux routiers ou des ressources hydriques ou foncières. Donc, c'est là, ça reste un peu des mobiles classiques des conflits frontaliers, des conflits qui, il faut dire, ils ont de plus en plus une connotation ethnique.
Donc, après toutes ces années d'études donc, de la frontière centra-asiatique avec des méthodes, vous voyez, des méthodes assez classiques de la géographie humaine et politique, hein, donc l'observation du territoire, les sources, les entretiens, les enquêtes, la création de cartes. Hein. Donc, depuis quelques années, l'imagerie satellite occupe un rôle de plus en plus important dans ma méthodologie d'analyse des frontières. Il faut dire que le pouvoir, hein, les pouvoirs politico-militaires utilisent de plus en plus l'imagerie satellite hein, dans le volet géospatial qu'on appelle le géoint, hein, le volet qui concerne l'information géographique liée des renseignements militaires, les géoint, qui a un volet spécifique à l'imagerie qui s'appelle IMINT. Voilà, donc je me demande si la recherche universitaire peut aussi utiliser hein, l'imagerie pour compléter son regard sur la frontière et pour aussi mieux saisir de comment l'acteur politique modifie la frontière. Hein, et en gros, voilà, un peu autrement dit, donc la recherche géopolitique peut surveiller la surveillance hein, exercée par le pouvoir sur les frontières. Un exemple très pertinent, donc l'Union européenne nous donne un exemple d'utilisation du GEOINT hein, à travers pour les contrôles de sa frontière intelligente, à travers le travail du centre satellitaire de l'Union européenne, les SATSEN, qui travaillent donc en collaboration avec Frontex, l'agence européenne sur les frontières, sur le contrôle des frontières. Et donc, l'Union européenne avec Frontex, ils sont très actifs aussi en Asie centrale, dans la coopération en matière de développement des technologies de contrôle frontalier en Asie centrale. Pardon. Notamment à travers le projet mis en place déjà il y a une vingtaine d'années, BOMSA, donc Border Management Program in Central Asia, qui sert donc notamment et qui a été mis en place pour le contrôle de la frontière avec l'Afghanistan. Hein, donc l'Afghanistan, il est au sud de la région de l'Asie centrale post-soviétique et donc la nécessité de contrôler cette frontière, les flux, notamment les flux de migrants illégaux, de personnes, d'opioïdes, hein, marchandises provenant d'Afghanistan. Donc l'UE a toujours eu ce rôle de formateur des avant-gardes technologiques pour le contrôle de la frontière en Asie centrale, hein, à travers la mise en place de vidéosurveillance, matériel informatique, les drones aussi ont été fournis aux gardes-frontières centra-asiatiques. Donc, disons que cette évolution technologique hein, dans le contrôle de la frontière en Asie centrale a contribué un peu à ma réflexion sur les pratiques de l'utilisation de l'outil satellitaire dans les frontières de l'Asie centrale. Donc, la problématique est comment moi, donc, chercheuse en géographie politique, comme je peux interpréter des images provenant d'un espace géopolitique, d'un espace politique si particulier, comme l'espace frontalier, et voir comment cet espace change vis-à-vis des évolutions des relations bilatérales ou multilatérales des États et vis-à-vis aussi des aménagements frontaliers qui se sont produits sur les territoires. Donc, j'ai trouvé deux grandes, disons, approches hein, de l'utilisation de ces images satellites. D'un côté, la photointerprétation simple à œil nu, disons comme ça, hein, une première option. Cela consiste à une lecture donc, de l'image, donc une image à couleur, disons, une composition à couleur naturelle, hein, sans aucun traitement radiométrique, avec une très bonne résolution spatiale qui permet donc de déchiffrer les détails de l'image. Petite parenthèse, l'exemple porté pour le programme du CNES, la géoimage, hein, est très, très pertinent pour la lecture de ces types d'images à couleur naturelle. Il faut dire aussi que donc l'accès aux médias de ces genres d'images, on pense par exemple à Google Earth, hein, une image en couleur naturelle utilisée par Google Earth. Donc les médias, ils ont accès à ces images et cela a permis les dernières années une espèce de vulgarisation hein, de ces types d'informations géographiques, de l'image satellite, et aussi a permis la dénonciation de phénomènes comme par exemple la disparition de certains lieux de culte ouïghours au Turkestan oriental, en Chine, ou même la mise en place des camps d'internement en Chine, hein, toujours dans le Turkestan oriental. Donc l'imagerie a permis de voir ces phénomènes et de divulguer tout ça dans les médias. Donc voilà, l'imagerie, donc outil de contrôle du pouvoir, mais aussi donc outil de regard critique hein, sur le pouvoir. Ça, c'est très important. Donc, par rapport à ça, je vais vous proposer, donc, on est donc dans cette zone-là, donc une étude de photo-interprétation sur ces segments frontaliers. Donc, on est toujours dans le Fergana, entre l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan, dans la région de Osh, une ville très importante
au Kyrgyzstan. Une analyse donc diachronique du poste frontière de Dostik, donc 2 ans, 2002, 2020, 2 images à composition naturelle. Donc d'un côté, donc on a l'image de 2020, donc de 2002, où on voit bien donc la frontière Ouzbékistan-Kyrgyzstan. On voit les postes de frontière du côté ouzbékistanais, seulement du côté ouzbékistanais. Hein, ça reflète un peu les politiques de matérialisation frontalière de ces années très, très actives du côté de l'Ouzbékistan. Bon, en termes de représentation, hein, on voit bien donc la forteresse ouzbèque urbaine, riche, hein, démographiquement très puissante, et même dans les campagnes, hein, en opposition au Kyrgyzstan considéré plus rural, arriéré même, hein, pauvre, et habité par des potentiels terroristes. Donc en 2020, vous voyez, donc on voit bien un changement bien important. Donc on retrouve le poste de frontière du côté ouzbékistanais, mais on voit donc la présence du poste de frontière aussi du côté kyrgyzstanais. Donc on a une évolution, la frontière change, l'aménagement frontalier aussi, la mise en place d'une no man's land donc, entre les deux postes de frontière d'environ 250 mètres. Là, on voit des images de ce no man's land. Donc, les gens ils doivent traverser à pied, bien évidemment, le passage. Et aussi, on remarque très bien donc, la frontière qui se délimite. Hein, la frontière la délimitation frontalière qui a débuté en 2017 entre ces deux pays. Donc, la frontière, elle est bien nette. Du côté 2002, donc, elle est très floue, on ne voit pas très bien où elle passe. Par contre, en 2020, on voit qu'elle passe bien et on voit qu'il y a eu un aménagement autour de cette frontière, un aménagement d'espace vert qui est mis en place autour de cette frontière. Et la frontière, aujourd'hui, elle se présente plutôt voilà, de cette manière-là, avec une clôture, un fil barbelé électrifié dans ces secteurs-là de la frontière. Donc, en 2020, on voit que la frontière change d'aspect, non seulement la frontière, mais aussi tout le territoire des frontières autour. Hein. Du côté kyrgyzstanais, il y a une densification, une urbanisation. On voit qu'il y a un espace qui évolue en termes beaucoup de logistique aussi, de passage de la marchandise. Hein. On voit des hangars, on voit des entrepôts. On voit bien qu'il y a ces nouvelles frontières économiques aussi qui se mettent en place entre les deux pays avec l'Organisation mondiale du commerce qui fait la différence entre deux pays, ou aussi l'Union économique eurasiatique depuis 2015, qui fait aussi la différence, qui crée des nouvelles frontières entre ces deux pays. Et on voit aussi donc les nouveaux flux hein, qui arrivent, les nouvelles routes de la soie chinoises qui passent par là et qui donc créent des nouvelles flux de commerce qui passent par ces territoires qui est très proche de la Chine finalement. Si on change d'échelle, donc à une autre échelle, donc là on voit donc les postes et les frontières, il est là dans le petit cercle jaune. Donc on s'éloigne un peu et on voit des différences aussi, on voit d'autres choses, hein, on a un autre regard sur la frontière, on voit ces différences, donc ces territoires frontaliers beaucoup plus urbanisés du côté du Kyrgyzstan, on voit des nouveaux quartiers qui se développent autour de la ville de Kizil-Kishlak, qui est ce village, cette ville à la frontière du côté kyrgyzstanais. Donc la frontière change surtout du côté du Kyrgyzstan, pas vraiment du côté de l'Ouzbékistan. Et tout ça, on peut aussi le voir si on regarde les chiffres démographiques des villes, des deux grandes villes. Donc Andijan, le chef-lieu du côté ouzbékistanais, il est à 30 km de la frontière. C'est une très grande ville d'Ouzbékistan, plus d'1 million d'habitants, qui a eu une croissance démographique de seulement 7% les dernières 5 ans, contrairement à Osh, qui est donc ici, on la voit très bien, donc la grande ville de Kyrgyzstan, la deuxième ville du pays, hein, malgré ses seulement 300 000 habitants, quand même la deuxième ville du pays, qui a vu sa population croître de 15% les dernières 5 ans. Donc, une croissance exponentielle, donc beaucoup plus importante du côté du Kyrgyzstan qui est du côté de l'Ouzbékistan. Un petit zoom sur la frontière, je considère très intéressant ce secteur occidental de la frontière. Donc, ça, c'est le zoom de 2002 et les zooms de 2020. Donc, on voit bien un espèce de paradoxe qui se met en place. Donc, en 2002, on avait bien donc, la séparation entre l'Ouzbékistan plus urbain et le Kyrgyzstan plus rural, dans cette frontière qui n'est pas vraiment matérialisée, elle est très, très peu matérialisée, alors qu'en 2020, les territoires ils se confondent. Hein, on a un espace urbain beaucoup plus homogène, mais la frontière elle est beaucoup plus épaisse, plus présente. Elle a été définie officiellement. C'est là qui passe la frontière entre ces deux pays désormais indépendants. Hein. Donc,
c'est un peu une frontière plus épaisse qui change aussi son objectif, à séparer un peu cet espace urbain très, très homogène. Donc, la frontière est, on voit bien, qui est de plus en plus multiforme, hein, points, lignes, polygones, c'est un peu des éléments qui peuvent être soulignés aussi grâce à l'analyse spatiale et aux outils de traitement comme les systèmes d'information géographique qui nous permettent d'examiner tout ça. Mais donc, les photos satellites, ils peuvent aussi être utilisés d'une autre manière, donc avec l'approche plutôt liée à la télédétection, donc avec des qualités, en analysant, disons, les qualités multispectrales des images hein, qui nous permettent d'éteindre un peu notre perception au-delà du visible, hein, sur des choses qui, normalement, on pourrait pas vraiment voir. Donc, un premier exemple, donc, des compositions colorées. Là, on a une composition colorée, donc c'est-à-dire on va affecter donc à chacun des trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu, on va affecter 3 bandes spectrales du capteur satellite de manière à pouvoir, disons, mettre en évidence certains détails plutôt que d'autres. Donc là, on a l'exemple d'une composition en fausse couleur infrarouge, c'est-à-dire on va utiliser les bandes proches infrarouge, rouge et vert. Et donc, il nous permet de mettre en évidence donc, la végétation en rouge, on la voit bien. Donc, on est toujours dans la même portion de frontière. Hein, et on voit bien donc, le rouge, donc c'est la végétation. On voit les reliefs plutôt en marron. Et on voit donc le bâti, donc tout ce qui est urbanisation bâti en bleu-gris, voilà, ce bleu-gris. Et tout ça, ça permet de mettre en évidence la différence de bâti entre la partie ouzbékistanaise qui est, disons, plus végétalisée, malgré donc l'espace urbain plus végétalisé par rapport à la partie kirghizstanaise. Et aussi, on voit aussi un bâti plus clair, hein, on voit aussi des passages plus clairs, donc un bâti qui effectivement est plus récent. Hein, on peut mettre en évidence un bâti plus récent par rapport au côté ouzbékistanais. Un autre exemple d'application de télédétection, donc à la frontière, on peut l'avoir en faisant une classification. Par exemple, j'ai fait cet exemple de classification d'occupation du sol. On a fait donc un travail il y a quelques années qu'on a porté avec Nicolas Bachelet sur le territoire de Kyrgos. Donc, on est à la frontière entre le Kazakhstan et la Chine, zone très importante, la plaque tournante des routes de la soie, qui a vu donc son territoire évoluer de manière très, très importante. Donc, dans notre recherche, on faisait un travail sur 4 années. Donc là, je vous propose 2 années, la première et la dernière, donc 92 et 2016. Donc voilà, on est tout de suite après la chute de l'Union soviétique, hein, première année, et 2016. Déjà, en regardant ces images Landsat de couleurs naturelles, on s'aperçoit des différences d'évolution du territoire. Et donc là, on a la classification au format donc, cartographique. Donc, on a appliqué donc, une classification non supervisée avec une méthode de nuée dynamique, donc une classification qui donc, regroupe un peu les pixels, l'ordinateur travaille pour regrouper les pixels donc, sur la base de leur signature spectrale. C'est un travail automatique, donc non supervisé, et qui donc nous a permis de mettre en avant l'évolution de l'aménagement de la frontière et de souligner ce développement complètement asymétrique hein, de la frontière, de la mise en place de ce territoire de Kyrgos. Donc, du côté chinois, on voit bien l'étalement du bâti des échanges, du bâti urbain aussi, du bâti habité, du commerce, des habitations. Hein. Il faut dire la surface du côté chinoise, donc, elle a grandi donc, de 2 km², elle est passée à 40 km², c'est impressionnant, avec plus de 100 000 habitants qui habitent aujourd'hui du côté chinois contre les 10 000 habitants dans les petites villes du côté du Kazakhstan. Par contre, du Kazakhstan, on assiste surtout au développement de la mise en place d'infrastructures de transport hein, capables de faciliter l'acheminement de la marchandise chinoise vers l'ouest. Hein. On voit un port sec ici, on voit la gare d'Altinkol, on voit donc la mise en place de la route, la New Silk Highway qui trace le pays. Donc, c'est un peu des aménagements complémentaires, on peut dire, à la partie chinoise. Hein. Et donc, ces développements asymétriques divergent, on peut dire, complètement du discours officiel des acteurs qui ont mis en place la BRI, donc la Belt and Road Initiative, qui donc plaide pour une grande cohésion territoriale, une cohésion continentale, hein, qui finalement soutient l'établissement des discontinuités
territoriale est de plus en plus marquée, hein, on peut le voir, et renforce la valeur de la frontière en tant que démarcation politique véritable et présente sur les territoires. Toujours sur ce territoire de Corgos, donc je vous propose une autre méthodologie de télédétection. Donc, vu qu'on travaille quand même sur l'évolution du bâti, donc je vous propose de voir comment l'indice d'urbanisation par différence normalisée, l'NDBI, donc, travaille nous permet de mettre en évidence les agglomérations urbaines sur ces territoires de frontières. Donc, l'NDBI, il croise les données, donc les proches infrarouges et les infrarouges courts, et donc il nous permet de mettre en évidence les agglomérations urbaines. Donc là, je vous propose une comparaison entre l'image Landsat 8, donc dernière satellite Landsat, et Sentinelle-2. On commence avec Landsat. Donc, dans l'image Landsat, dans l'NDBI de Landsat, on arrive à distinguer la frontière, on arrive à mettre en évidence donc, les bâtis du côté chinois et l'absence, disons, de bâtis du côté kazakhstanais. On distingue aussi ces zones-là, c'est plutôt un fleuve, hein, c'est le fleuve Corgos, c'est la partie asséchée du fleuve, du sol nu qui est plutôt stépique, donc on voit bien ces différences-là. Mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à distinguer les infrastructures, donc tous les bâtis qui n'est pas habités, disons comme ça. On a du mal à distinguer la gare, on a du mal à distinguer les infrastructures du côté qui est kazakhstanais. Par contre, dans l'image Sentinelle-2, on voit qu'on a les zones naturelles, elles se confondent un peu. Donc, les fleuves asséchés, ils se confondent un peu avec le sol nu, mais on a quand même beaucoup de détails au niveau de l'espace urbain, notamment dans cette partie nord, qui est un peu le cœur, hein, de l'enjeu transfrontalier de Corgos, là où il y a la mise en place des centres internationaux de coopération transfrontalière. Hein. Donc, on voit très bien cette partie-là, et on voit très bien la symétrie frontalière dans cette partie-là. Donc, bon, cette différence entre ces deux capteurs, hein, il est dû aussi, et je dirais surtout, par une résolution spatiale différente. Donc, pour Landsat 8, on est autour de 30 mètres pour les bandes, pour toutes les bandes. Et par contre, pour Sentinelle-2, pour les bandes utilisées, on est autour de 10 mètres, donc pour les proches infrarouges, et 20 mètres pour les infrarouges courts. Donc, c'est quand même une meilleure résolution spatiale qui nous permet d'avoir pas mal de détails, beaucoup de détails à l'échelle plus locale. Donc, pour conclure, hein, je vais quand même conclure, je suis arrivée un peu au bout de mon discours. Donc, pour conclure, la question est quelle perspective d'utilisation de l'imagerie pour l'étude des frontières. Donc, certainement, moi, je dirais que l'utilisation des bandes infrarouges, elle est de plus en plus utile, hein, parce qu'il nous permet de mettre en avant l'action humaine, comment l'être humain agit sur la frontière, avec des résolutions spatiales qui, on espère, voilà, de plus en plus meilleures pour pouvoir comprendre de plus en plus l'aménagement, le dispositif frontalier à une échelle de plus en plus locale. Une autre perspective est la technologie LIDAR, donc des images laser qui nous permettraient donc de détecter la distance avec les objets et donc de mettre en place éventuellement une modélisation, même 3D, de l'espace de frontières. Là, ce serait vraiment très intéressant. Mais il faut dire que pour le moment, pour l'espace centra-asiatique, les images LIDAR, ils sont vraiment pas encore disponibles. Donc, il faut attendre encore un peu. Je vais vous laisser donc avec une dernière image. Cette image, je pense, très, très belle. Donc, on est toujours dans l'image Sentinelle-2 de 2020, en composition couleur naturelle de Corgos. On voit bien la frontière, on voit bien la symétrie frontalière, et je dirais que c'est un exemple remarquable d'image de frontière. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous propose de poser vos questions si vous le souhaitez. Le mieux, c'est peut-être d'activer la petite main qu'il y a dans l'application, si ça vous convient. J'ai une question. Ah, merci, mademoiselle. Est-ce que, Isabella, vous allez développer j'ai pas lu tous vos articles, et que oui, tu vas développer ces réflexions très riches dans les mois et années à venir, là, en termes de publication, de coopération avec les milieux militaires et politiques. Tu vois?
J'ai pas compris. Tu vois une coopération avec les... Non, pas des coopérations, mais développer la méthodologie. Et je pense que là, les milieux militaires vont être intéressés par tes travaux. Oui, bon, après, il faut dire que les milieux militaires, ils ont d'autres outils que moi. Hein. Ils n'utilisent pas. Oui, Ils un utilisent peu pas comme mes Fouché, il a travaillé beaucoup pour les milieux militaires que tu as cités. Oui, bah, Fouché, bah, il a quand même il est aussi ambassadeur. Donc, bah, moi, mon point de vue, c'est vraiment un point de vue critique, c'est-à-dire voir comment ils agissent, les pouvoirs en place sur la frontière. Oui, ce que tu as dit là, par rapport même à la Chine, là, au niveau de ce que la Chine fait dans le pays ouïghour. Et ça, c'est très intéressant, comment surveiller les pouvoirs. Et ça, c'est C'est vrai un point de vue il y a important. énormément il y a énormément de médias qui se sont penchés sur la question outils satellitaires et donc ils regardent complètement comment les territoires ouïghours évoluent. On a eu la disparition de nombreuses mosquées. Bah, on peut voir et on peut localiser la mise en place. D'accord. C'est dommage, je ne vais pas rester longtemps et on poursuivra la discussion. Au niveau méthodologique, je pense que c'est très important. Mais moi, j'ai pas c'est pas mon champ de recherche, mais je serais très heureux de partager avec toi et dans le cas du centre de recherche, je pense. Non Ouais. Bonne continuation, c'était très intéressant. Merci beaucoup. J'ai tenu à t'écouter. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Et bon week-end à vous tous alors. Au revoir. Au revoir. Bah, c'est vrai que c'est un regard un peu différent. Là, en géopolitique, on n'est pas habitué à utiliser les images satellites et voilà, ça permet de voir comment évolue. Ce sera la spécificité des géographes dans les milieux des sciences sociales, voilà. C'est vrai. L'enregistrement sera accessible, oui, pas sur le site de l'UVSQ, mais sur le site de l'OVSQ de l'Observatoire. On fait un petit montage, un petit générique. Ensuite, on le met sur la chaîne YouTube. Alors, sur la chaîne YouTube de l'UVSQ, si vous êtes abonné, vous pouvez la voir. Et sinon, c'est sur le site de l'OVSQ, ovsq.fr, où vous pouvez trouver toutes les conférences des vendredis de l'OVSQ depuis les 10-15 dernières, on va dire, qui sont en ligne sans aucun problème. Cela dit, là, il va falloir attendre un petit peu. Il faut attendre une dizaine de jours, le temps qu'on puisse faire le petit montage et le générique et qu'on la mette en ligne. Mais oui, la réponse est oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas sur le chat. Je ne vois pas de petites mains levées. Mais Isabella, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. C'était tellement clair, tellement limpide. Et voilà, il n'y a pas de questions. Du coup, est-ce qu'on arrête là? Parce que je pense qu'il y aurait sûrement des personnes qui se seraient manifestées pour les questions, là, j'imagine. Du coup, je vous tiendrai informé lorsque la vidéo sera prête. Je vous enverrai le lien quand ça sera mis en place sur le site. Et puis voilà, on va vous revoir et vous réentendre avec plaisir. Voilà. Je reste à disposition aussi pour des questions après, hein, si quelqu'un... Ça marche, oui, bien sûr. Oui, si j'ai des choses, je vous les transmets. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça marche. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.